Il est congolais, il a grandi en France avant de revenir en RDC après une carrière à l'étranger dans la banque. Ce parcours et cette expérience de retour au pays natal, il l'a transformé en un livre, une superpuissance en devenir quand la RDC s'éveillera, c'est le titre. L'ouvrage est paru aux éditions de l'Aube. Notre invité ce soir est Junior Mbouyi. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Merci d'être avec nous. Merci. Alors vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes fondateur et DG d'une société de conseil. De quelle réflexion ou comment vous est venue l'idée de ce livre? Alors, si vous voulez, j'ai eu, moi, l'opportunité d'avoir une carrière internationale et de travailler pour pas mal d'institutions financières à travers le monde. Et ceci, si vous voulez, m'a conduit à voyager un peu partout dans le monde, aussi bien en Asie, en Amérique, dans le Moyen-Orient. Et légitimement, je me suis interrogé en regardant comment ces pays ont réussi à se développer, quels sont les ingrédients qu'ils ont mis en œuvre, sachant que la plupart de ces pays n'ont pas les ressources minérales de la RDC ou même de l'Afrique. Quels sont les ingrédients qu'ils ont mis en œuvre? Et donc, j'ai mis écrit cet essai, pour aussi inspirer la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise et aussi les gouvernements. Parce que lorsqu'un pays a autant de ressources naturelles et aussi pauvre en même temps, c'est un paradoxe. Et certains qualifient même ce pays de scandale géologique. Alors, vous avez redécouvert le Congo adulte, puisque vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans, je crois, après être né au Congo. Votre deuxième chapitre, le deuxième chapitre de ce livre s'intitule J'étais noir, mais j'étais blanc, qui est très éloquent quand même. Est-ce que ça veut dire qu'en grandissant, vous avez ressenti le besoin, au fond, de revenir en RDC et que c'est aussi ça qui est à l'origine de ce livre? Je dirais, je suis comme la plupart de personnes issues de la diaspora. Et à un moment donné, après avoir eu un parcours à la fois académique et professionnel, j'ai trouvé qu'il était opportun et intéressant de mettre à contribution mon expertise, mon expérience professionnelle pour l'Afrique et pour la RDC. Donc, quand je écris que j'étais noir mais j'étais blanc, c'est vrai que le retour aux sources de mon pays d'origine n'a pas été aisé et facile, mais je pense qu'il faut beaucoup de résilience et beaucoup d'abnégation pour aller en Afrique et investir et s'y intéresser. Alors justement, dans cet ouvrage, on va y venir, il y a un diagnostic de la situation économique, notamment en RDC, et vous proposez quelques solutions, en tout cas des pistes. Mais peut-être encore un mot sur votre parcours, ce chemin de repatriation dont vous parlez. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une des voies du renouveau, une des possibilités d'ailleurs du renouveau pour la RDC, ou est-ce que vous pensez plutôt que les solutions aux défis auxquels ce pays est confronté doivent venir plutôt de l'intérieur? Je dirais que pour relever le défi et le challenge qui est assez important pour l'Afrique et pour la RDC, il est important en fait de faire appel à toutes les forces vives. Et quand je dis les forces vives, c'est aussi bien au niveau de l'intérieur du pays, mais aussi de la diaspora qui aujourd'hui s'intéresse de plus en plus et veut contribuer également au renouveau du continent et au renouveau de la RDC. Donc c'est un chemin qui est aujourd'hui, je dirais, intéressant et nécessaire pour ce renouveau. Alors, j'en viens au titre de votre livre, Superpuissance africaine en devenir quand la RDC s'éveillera. Vous êtes banquier de métier, je rappelle, vous êtes intéressé dans ce livre notamment aux faiblesses du système économique et monétaire du pays. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut au fond pour que la RDC devienne cette superpuissance dont vous parlez? Alors, dans un premier temps, il y a des prérequis qui sont indispensables. Et le premier étant le conflit qui est à l'est de la RDC. Aujourd'hui, on sait que la RDC est minée par un conflit depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Pour qu'il y ait du développement économique, il faut qu'il y ait une stabilité. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop le rappelle largement en disant que pour qu'il y ait du développement économique, il faut qu'il y ait une stabilité. Aujourd'hui, la RDC, minée par ce conflit à l'est, empêche ce développement économique. Donc, c'est un point fondamental, mais après ça, la RDC doit développer des réformes structurelles profondes pour accompagner ce changement. Et ces réformes vont être au niveau des investissements massifs dans l'éducation, parce que quand on veut bâtir une grande nation, il faut une nation éduquée. Sans éducation, c'est impossible. Il faut que la RDC investisse également dans tout ce qui est infrastructure, dans la santé également, pour améliorer le progrès social. Et lorsque ces éléments sont pris en compte par le gouvernement, même s'il y a aujourd'hui une impulsion avec le gouvernement actuel, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin pour pouvoir atteindre ce stade de superpuissance. Alors, le constat des défis auxquels est confrontée la RDC, au fond, est connu de longue date. Selon vous, quelle est la priorité première, si j'ose dire, le chantier prioritaire qu'il faudrait engager pour mettre le pays sur les bons rails? Et peut-être, question subsidiaire, pourquoi, puisque le défi, puisque le constat est connu, qu'est-ce qui a péché jusqu'ici? Alors je dirais que la RDC, comme vous le savez,
a connu son indépendance en 1960. Et depuis l'indépendance, on a eu malheureusement en fait des gouvernements qui n'ont pas su remettre ce pays en fait à la place où il doit être. Donc la RDC doit lancer, comme je le disais, des réformes profondes. Un point qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui la RDC, d'un point de vue financier, est classée dans la liste grise du GAFI, qui est le groupement d'action financière qui permet de lutter justement contre tout ce qui est blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Et le fait que le pays soit dans cette liste, ça envoie un mauvais signal au niveau des investisseurs étrangers. Donc pour vous, quel serait le chantier prioritaire de réforme à mener en Alors, RDC? au niveau des réformes prioritaires, moi je dirais qu'il faudrait, effectivement essayer de sortir de cette liste grise le plus rapidement possible pour apporter ce climat de confiance, et ensuite lancer des réformes profondes à la fois au niveau des infrastructures, de l'éducation et de tout ce qui touche autour de la santé. Donc selon vous, c'est un problème de gouvernance dont vous Alors, parlez. il faut de la volonté, il faut une vraie volonté qui doit être suivie par le gouvernement, et sans ça, malheureusement, la RDC aura du mal à décoller. Alors, votre préface, Junior Mbouyi, est signée Georges Forest. Alors, son nom n'est pas inconnu en RDC, même en Afrique, puisque c'est un chef d'entreprise belge né au Congo, dans la région du Katanga, qui s'est battu une fortune dans les mines et aujourd'hui aussi dans les industries renouvelables, hein, entre autres. Est-ce que pour vous, c'est une figure d'une forme de patriotisme congolais? Je précise que c'est le préfacier de votre essai. Alors, je dirais le Georges Forest, au travers de son entreprise, est présent en RDC depuis maintenant 100 ans. Donc, ce qui n'est pas rien. Ça démontre quand même qu'il y a une capacité, une résilience à pouvoir rester dans ce pays, aussi un amour pour le pays. Et donc, je pense que c'est un modèle sur lequel il faut s'en inspirer. Parce que quand on reste 100 ans dans un pays et qu'on y investit et qu'on y emploie, parce qu'il faut quand même noter que le groupe Forest est le premier employeur privé du pays, avec plus de 15 000 employés dans le pays, donc ce n'est pas rien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Une superpuissance en devenir quand la RDC s'éveillera, aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Merci.